Allora, grazie, buongiorno a tutti. In questa sala affollata e anche accaldata, quindi come prima proposta di transizione ecologica io mi levo la giacca e propongo a tutti di farlo. E ringrazio l'Istituto Luigi Sturzo che ci ospita. Questo è un anno particolare, l'anno del centenario della fondazione del Partito Popolare e comunque dell'appello ai liberi e forti, che era un modo di rispondere 100 anni fa alle domande, alle richieste, alle cose nuove del secolo Novecento, mentre il nostro secolo, il XXI secolo, ci propone nuove domande e nuove emergenze. Ringrazio la Fondazione IFEL dell'ANCI, la casa editrice EMI e il LabGov, che sono le associazioni, le fondazioni che ci aiutano questa mattina a parlare con il professor Gaël Giraud di valore comune e transizione ecologica. Dicevo, le rivoluzioni del Novecento e quelle del XXI secolo. La transizione ecologica, scrive Giraud nel suo libro, è il processo grazie al quale le nostre società potrebbero passare da un'organizzazione economica incentrata essenzialmente sul consumo di energie fossili, che ha fra i suoi sottoprodotti emissioni massicce di gas serra, a un'economia sempre meno energivora e inquinante. Essa probabilmente sta ai prossimi decenni come l'invenzione della stampa sta al XV secolo o la rivoluzione industriale ai secoli XVIII e XIX. Ogni rivoluzione, tra quella della stampa, ha provocato, e lo dico perché il professore è anche un gesuita e le sue riflessioni sono cariche di riferimenti teologici sia alle scritture sia ai documenti della dottrina sociale della Chiesa, alle encicliche sociali, ai vari documenti e ai discorsi più recenti di Papa Francesco, di Papa Bergoglio. La rivoluzione della stampa provocò pochi anni dopo, nel 1517, una grande rivoluzione che non solo religiosa ma culturale, la riforma protestante. La rivoluzione industriale ha portato, ne parlavamo con Guido Brera poco fa, ha provocato l'esigenza per il capitalismo di dare risposte ai diritti dei lavoratori che non potevano a un certo punto più sostenere uno sviluppo che era impetuoso ma anche ingiusto, e nel Novecento sono arrivati, dopo tante lotte, i diritti sociali, la previdenza, l'istruzione, il diritto allo sciopero, il diritto alla sicurezza sui posti di lavoro. Io credo che quello che stiamo attraversando e che possiamo solo intuire in questa fase sia l'inizio di questa rivoluzione. Il capitalismo ha depredato il pianeta, l'ha destrutturato nel giro di pochissimi decenni, lo sviluppo ha generato squilibri e disuguaglianze. E oggi la transizione ecologica è appunto questo passaggio, la transizione. Ecco, io intanto vorrei partire proprio da questo termine, che è un termine che dice di un passaggio, il passaggio è una categoria anche questa spirituale, non solo materiale, ma è anche quello che ci suggerisce che siamo in una situazione, non siamo ancora alla fase successiva, siamo nel momento decisivo in cui si può costruire un sistema e un modello di sviluppo, oppure si può costruire un altro modello. È la fase in cui si può vincere o si può perdere la partita. Allora, il primo tema che vorrei proporti è esattamente questo, cioè che cosa significa essere nella transizione, qual è l'obiettivo della transizione e che cosa significa fare delle azioni
che possono consentirci di vincere, cioè di arrivare alla fine della transizione con un cambiamento, oppure perdere e non riuscire a compiere questa transizione. Grazie per l'invitazione. Mi dispiace, non parlo italiano, donc je parle en français, c'est ça? Ok. Merci beaucoup pour l'invitation et la question. Donc la réponse à la première question, c'est la transition écologique, c'est le passage de cette économie essentiellement construite sur les hydrocarbures fossiles vers une économie sans carbone. Tous les scénarios des climatologues et des économistes aujourd'hui montrent que si on veut avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés à la fin du siècle, et en fait c'est déjà trop tard, mais de rester pas trop loin des plus 2 degrés d'augmentation de la température à la fin du siècle, alors il faut atteindre la neutralité carbone dans le monde entier avant 2070. 2070. Et pour les pays du Nord, avant 2050. 2050. La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Le Japon vient de s'engager à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et comme nous n'avons pas les techniques de capture et de stockage de carbone, ça veut dire qu'il ne faut plus émettre de carbone, quasiment plus. Et donc c'est un bouleversement complet de nos modes de vie, de consommation, de production, etc. Et comme vous le disiez, c'est aussi une transformation spirituelle parce que nous autres, êtres humains, nous sommes très très addicted en anglais, intoxiqués par l'énergie. À chaque fois que nous pouvons utiliser l'énergie, nous le faisons. Regardez par exemple la manière dont vous travaillez sur Internet. Quand vous avez la possibilité de regarder une vidéo, vous choisissez la vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, vous choisissez la photo. S'il n'y a pas de photo, vous choisissez le texte. Et à chaque fois, on choisit toujours la solution qui est la plus consommatrice d'énergie. Nous avons une espèce de jouissance inconsciente à dépenser de l'énergie, nous autres, êtres humains, comme si c'était la démonstration de la puissance. Et il faut convertir cette jouissance-là vers quelque chose qu'on pourrait appeler la sobriété heureuse, où on consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Si on ne le fait pas, les scénarios qui sont construits aujourd'hui par les climatologues sont très clairs. Nous allons vers au moins plus 2 mètres d'augmentation du niveau de la mer avant la fin du siècle, ce qui veut dire que Venise sera sous l'eau, ce qui veut dire que le littoral italien va être en partie détruit, le delta du Mekong sera sous l'eau, le gouvernement du Vietnam aujourd'hui est en mode panique, parce que le delta du Mekong, c'est le grenier à riz du Vietnam. Et donc, le gouvernement vietnamien nous demande à nous, à l'Agence française de développement, de les aider à comprendre comment assurer la sécurité alimentaire du Vietnam sans le delta du Mekong. Le Bangladesh sera en grande partie sous l'eau. Et vous savez que Modi, en Inde, aujourd'hui, construit un mur à la frontière de l'Inde et du Bangladesh pour empêcher les réfugiés du Bangladesh d'arriver en Inde. Les glaciers de l'Himalaya vont fondre. Ils fondent déjà aujourd'hui. Ce qui veut dire que les grands fleuves qui sont l'Indus, le Gange, le Yangtze-Kiang, etc., vont probablement être à sec pendant la saison sèche dans les décennies qui viennent. Ce qui veut dire là aussi des migrations de millions et de millions de personnes. La Banque mondiale estime qu'il y aura 2 milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle. Et je pense que c'est un chiffre très sous-estimé. Très sous-estimé. Dans le même temps, vous savez que la biodiversité est profondément bouleversée en ce moment. Le vivant migre de l'équateur vers les pôles et migre à la vitesse de 6 km par an. Donc la première fois que vous entendez ça, vous dites 6 km, nous avons un problème, non? Parce que moi je peux marcher, je fais 6 km en 1 heure. Mais 6 km pour un arbre, c'est très difficile. Donc les animaux qui arrivent à se déplacer facilement de 6 km par an, ce sont les virus et les bactéries. Et donc les maladies tropicales sont en train de migrer de l'équateur vers le nord. Et vous savez peut-être que la malaria est arrivée en Italie pour la première fois depuis un siècle, l'an dernier. Donc il y a 3 femmes italiennes qui sont mortes de la malaria l'an dernier, parce que le médecin n'était pas spécialisé en maladies tropicales et n'a pas identifié la crise de paludisme. Moi j'ai attrapé la malaria au Tchad, quand j'étais volontaire. Donc je peux vous dire que c'est pas drôle du tout, mais qu'on survit quand on a des médicaments. Simplement, la Banque mondiale pense qu'il y aura quelque chose comme 5,2 milliards de personnes en 2050 qui auront la malaria, si nous ne faisons rien.
Et je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de médicaments pour 5,2 milliards de personnes pour lutter contre la malaria. Donc vous voyez que l'alternative, si nous ne faisons pas la transition écologique, c'est juste le désastre, y compris pour l'Europe, y compris pour l'Italie. À l'inverse, la transition écologique crée énormément d'emplois et surtout redonne du sens à notre vie en société. Je pense qu'une partie du succès du populisme, c'est que le programme néolibéral est un programme qui n'a aucun sens pour la vie, pour l'existence des personnes, alors que la transition écologique, ça donne du sens. Et je vois ça avec mes étudiants, avec qui je travaille. Dès que nous commençons à vivre ensemble dans des campus écologiques, où tous les matins nous allons faire de la permaculture au jardin avec mes étudiants, nous mangeons tous végétariens, les produits du jardin, nous travaillons sur les questions écologiques, nous essayons de réduire notre empreinte carbone tous les jours, alors il y a du sens qui réapparaît et ça rend heureux de contribuer à un mouvement historique qui est celui que nous devons faire de toutes les manières. Ecco, ma adesso appunto dicevi l'importanza dei comportamenti individuali, delle scelte individuali, che è il punto di partenza di ogni conversione di sistema. La domanda però è invece sul piano politico, sul piano generale e sul piano economico. Cioè l'ecologismo, l'ambientalismo, la tutela dell'ambiente è l'altra faccia di un cambiamento di modello di sviluppo economico. Questo le culture ecologiste, le culture ambientaliste ce lo dicono già da vari decenni, ce lo dicono già dagli anni 70, dagli anni 80. In alcuni paesi d'Europa, anche le ultime elezioni europee hanno dimostrato, ma di questo poi magari ne parliamo, hanno dimostrato che questo può diventare anche movimento politico anche con un successo elettorale. In Italia per vari motivi questo non è avvenuto o non è ancora avvenuto. Ma poi parleremo del piano politico, ma intanto il piano economico, il piano della finanza, delle banche, che sono mondi che invece solo più recentemente si sono avvicinati a queste trasformazioni, anzi in genere nei decenni passati c'è stato un conflitto. Si è detto chi vuole il rispetto, la tutela dell'ambiente è un nemico dello sviluppo. E si è anche detto il contrario, ovviamente. I partiti del no, quelli che vogliono bloccare tutto, quelli che vogliono fermare tutto, quelli che non vogliono costruire nel giardino, quelli che vogliono bloccare la crescita indefinita, che è stato un grande mito delle società occidentali fino appena a pochissimi anni fa. Allora, quali sono i segni di novità e in che modo la transizione ecologica diventa il nuovo nome dello sviluppo, così come qualche decennio fa un Papa scrisse, Paolo VI, nella Populorum Progressio scriveva: la pace è il nuovo nome dello sviluppo. Oggi si potrebbe dire è l'ambiente il nuovo modo dello sviluppo, ma una volta che abbiamo detto questo, in che modo i sistemi devono cambiare per essere coerenti con questa intuizione? Donc je reprends un peu ce que vous avez dit. Premièrement, c'est vrai qu'il faut que tout le monde fasse des petits gestes du quotidien. Il faut recycler les déchets, il faut recycler l'eau, il faut arrêter de faire des déchets plastiques, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut devenir végétarien, etc. etc. Ça, c'est l'héroïsme du quotidien. C'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. Si nous devenons tous des franciscains très très austères, au maximum nous arriverons à baisser notre empreinte carbone de peut-être moins 20, moins 30%. C'est déjà pas mal, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant.
puisque je vous l'ai dit, il faut viser la neutralité carbone. Donc ce n'est pas moins 30%, c'est moins 95% qu'il faut atteindre dans les 30 années qui viennent. La différence provient essentiellement des investissements publics dans les infrastructures vertes et, à mon avis, de la réindustrialisation verte de l'Europe. Le secteur privé en Europe ne peut pas investir parce que le secteur privé a trop de dettes. On parle beaucoup de la dette publique, en particulier en Italie, pour des raisons évidentes, mais je pense que la dette publique n'est pas du tout le problème majeur de l'Europe. Le problème majeur de l'Europe, c'est la dette privée. La dette privée en Europe, c'est 130% du PIB. La dette publique, c'est 100% du PIB en moyenne. Le secteur privé est beaucoup plus endetté que le secteur public. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le rôle de l'État, des différents États, de manière coordonnée, d'investir dans les infrastructures vertes pour rendre possible la transition écologique. Dans un contexte où, à cause de la pression néolibérale et des marchés financiers, les États sous-investissent dans leur propre patrimoine. Donc vous avez vu le pont de Gênes qui s'est effondré, vous avez vu l'accident dans le métro à Rome il y a quelque temps. Ça, c'est le manque de maintien et d'entretien des infrastructures. Aujourd'hui, le patrimoine public européen se déprécie plus vite que la quantité d'investissement public pour l'entretien du patrimoine. Donc c'est une bêtise incroyable, nous abandonnons notre patrimoine public aujourd'hui. Donc non seulement il faut arrêter de l'abandonner, mais il faut investir beaucoup, beaucoup plus. La transition écologique, ça coûte quelques milliers de milliards d'euros chaque année pour l'ensemble des pays de l'Europe. Est-ce que nous pouvons payer cet argent? La réponse est oui, bien sûr. Les traités européens nous autorisent à interpréter la règle des 3% du déficit public. Je pense que les rodomontades de Salvini ne servent absolument à rien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une vraie négociation technique avec la Commission européenne. Et nous savons, j'ai discuté avec des juristes spécialisés dans le droit communautaire, que les traités européens nous autorisent à interpréter le périmètre sur lequel on calcule le déficit public. Si vous avez travaillé dans une entreprise, vous dirigez une entreprise, vous savez que pour une entreprise privée, on fait la distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Et les dépenses d'investissement, évidemment, sont amorties sur 10, 15, 20 ans. Dans la comptabilité nationale, on ne fait pas cette différence. Et donc, pour l'État, on compte à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement en même temps. Ce qui est une bêtise, un non-sens comptable. Les traités européens nous autorisent parfaitement à décider que nous ne compterons pas dans le déficit public et la règle des 3%, les dépenses liées aux investissements publics pour la transition écologique. C'est parfaitement légal. Simplement, ça n'est pas l'interprétation préférée, favorite de la Commission européenne. Simplement, un État aujourd'hui a le droit de dire « moi je conteste l'interprétation de la Commission européenne et j'ai ma propre interprétation des traités et je veux négocier avec vous mon interprétation des traités ». Si on avait une coalition française, italienne, espagnole, on pourrait très bien avoir une vraie négociation avec l'Allemagne et la Commission européenne sur l'interprétation des traités. Et pour ça, il n'est pas nécessaire de sortir de la zone euro, il n'est même pas nécessaire de réécrire les traités. Il est juste nécessaire d'ouvrir un débat herméneutique sur l'interprétation des traités. Ce qui est altra cosa, non? Completamente differente. Donc vous avez deux stratégies en Europe aujourd'hui. Vous avez celle de Salvini, qui consiste à dire je désobéis à tout, mais qui à la fin va obéir à tout. Et vous avez la stratégie de Macron qui dit je fais exactement ce que veut la Commission européenne. Ce qui est une bêtise énorme. La France aussi sous-investit dans son patrimoine public et le gouvernement français ne fait rien pour la transition écologique. Vous savez qu'en 2017, les émissions de CO2, CO2 en France, ont augmenté de plus 3,2% en 2017. Alors que si on veut simplement mettre en œuvre l'accord de Paris, les émissions doivent baisser de moins 5% chaque année. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je n'ai pas bien compris la fin de la question. Donc. Tra i settori su cui agire, tu ne indichi. Pardon. Je voulais rajouter quelque chose sur la sphère financière, parce que vous avez mentionné ça. La sphère financière aujourd'hui bloque beaucoup la transition écologique parce que la plupart des banques européennes ont des bilans extrêmement fragiles à cause de la crise de 2008. Contrairement à ce que disent les banques n'ont pas du tout nettoyé leur bilan. Beaucoup d'entre elles ont beaucoup de ce qu'on appelle des NPL, Non-Performing Loans, ce qui est un euphémisme pour dire des actifs pourris,
héritée de la crise de 2008. Vous avez vu que Monte dei Paschi a fait faillite toute seule en 2016. Il n'y a pas eu de tempête, rien, il n'y a pas eu de cataclysme. Monte dei Paschi était en train d'agonir depuis 2008, porté à bout de bras par Mario Draghi, et en 2016, Mario Draghi a dit basta così, on ne peut plus sauver cette banque. Elle a fait faillite toute seule. Il y a beaucoup d'autres banques européennes qui sont dans une situation proche de Monte dei Paschi, di Siena. Simplement, elles ne le disent pas pour éviter de faire peur et de provoquer la crise. Donc pour ces banques-là, financer la transition écologique, c'est un cauchemar. Parce que ça rapporte beaucoup moins que de spéculer sur les marchés financiers, et ça les oblige à avoir une comptabilité saine et donc à se débarrasser des NPL, Non-Performing Loans, etc., etc. Heureusement, il y a quelques alliés dans la sphère financière qui ont compris que le risque majeur de stabilité pour la stabilité financière, c'est justement le changement climatique. Donc vous avez pour ça le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, en 2015, qui a fait un grand discours sur ce qu'on appelle la tragédie des horizons, qui a dit « Le risque principal pour la stabilité financière en Europe aujourd'hui, c'est le changement climatique ». Les compagnies d'assurance commencent aussi à bouger beaucoup, parce que maintenant, chaque année, elles perdent énormément d'argent à cause des désastres climatiques sur le capital qu'elles doivent assurer. Et par exemple, en France, le PDG de AXA, qui est une grande compagnie d'assurance, a dit publiquement « Un monde à 4 degrés ne peut pas être assuré, n'est pas assurable ». Et donc les compagnies d'assurance aujourd'hui commencent à paniquer aussi en se disant comment allons-nous assurer le capital que nous devons protéger dans un monde où le réchauffement détruit le capital. Donc je pense que la sphère financière va se convertir bientôt. Vous avez entendu qu'il y a le grand fonds norvégien construit sur le pétrole norvégien vient de déclarer hier qu'il allait désinvestir dans tous les actifs fossiles. Et je suis convaincu que toute la sphère financière va avancer petit à petit dans cette direction. Une fois que nous pourrons rapatrier le capital qui est dans les marchés financiers pour financer la transition écologique, ça ira très vite. Mais nous ne pouvons pas attendre la conversion spirituelle des financiers. Il faut que la classe politique, y compris en Italie, avance beaucoup plus vite dès maintenant pour avoir des scénarios de transition énergétique et écologique pour les pays, adaptés à chaque pays, qui permettent de sauver ce qui peut l'être dans les années qui viennent. E dicevo, tra i settori dove il cambiamento è possibile, tu ne indichi almeno 3: il rinnovamento termico, quindi la ristrutturazione edilizia, il ripensamento delle città, dei quartieri. Questo interessa in particolare molti dei presenti che sono anche sindaci, amministratori locali, e che rappresenterebbe un grande cambiamento e anche una grande questione in paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna, che tu citavi, che hanno centri urbani con centri storici antichissimi ma anche periferie invece cresciute negli ultimi decenni in modo complessivamente disordinato e certo poco rispettoso dei nuovi criteri di accumulazione energetica. Un secondo settore, e anche questo riguarda sia gli investimenti nazionali sia il sistema dei trasporti urbani o interurbani, riguarda appunto la mobilità, il modo con cui le persone si spostano sia appunto a livello nazionale e internazionale ma anche a livello di comuni e dentro le singole città. E un altro è il tema centrale, il tema enorme dell'energia. Allora vorrei che tu sviluppassi queste 3 questioni e raccontassi cosa si può fare, cosa possono fare anche molti dei presenti che sono amministratori, ma soprattutto in che modo si cambia e si converte un sistema su queste questioni che sono il vivere quotidiano, l'abitare, lo spostarsi e l'uso dell'energia ai fini della vita quotidiana.
En 2013-2014, il y a eu un comité des experts qui a été créé par le gouvernement Hollande à l'époque, dont j'ai fait partie, qui a travaillé sur une dizaine de scénarios énergétiques pour la France. Je ne sais pas si le même travail a été fait pour l'Italie, mais je suis sûr qu'il y a la compétence pour le faire en Italie, c'est évident. Ces 10 scénarios ont étudié comment on peut, jusqu'en 2035, arriver à des objectifs de réduction de CO2 en France. La différence entre les 10 scénarios, c'est essentiellement la place du nucléaire dans le mix énergétique français, parce que vous savez qu'en France, il y a beaucoup de nucléaire. 80% de l'électricité française, c'est du nucléaire. Bon. Et donc vous avez un scénario extrême où on ferme la dernière centrale en 2035. Ça, c'est le scénario négawatt. Et puis vous avez l'autre scénario extrême où on ne fait que du nucléaire en 2035. Ça, c'est le scénario négatep. Et puis entre les deux, vous avez plein de scénarios intermédiaires. Tous ces scénarios ont tous les 3 étapes que vous avez décrites. En premier, la rénovation thermique des bâtiments, publics et privés. Tout le résidentiel, tous les bureaux, cette maison, les universités, les casernes de pompiers, les piscines, tout. Parce que nous ne pouvons plus utiliser le fioul pour chauffer les maisons ou produire du CO2 avec l'air conditionné. Ça crée énormément d'emplois, de l'emploi non délocalisable. Et ça crée tellement d'emplois que lorsque j'ai travaillé en 2014-2015 avec des ingénieurs sur la rénovation thermique des bâtiments en France, les entreprises du bâtiment m'ont dit « N'allez pas trop vite, parce que nous n'avons pas assez d'ouvriers qualifiés en France pour faire la rénovation thermique au niveau national. » Et donc, à l'époque, je travaillais avec le gouvernement Hollande et nous nous étions mis d'accord avec le gouvernement qu'on commencerait la rénovation thermique des bâtiments sur 2 régions, ad experimentum, et qu'ensuite, 4 ans après, avec l'expérience, on l'étendrait au niveau national, et entre-temps, ça aurait laissé le temps aux entreprises du bâtiment de créer des filières d'apprentissage pour avoir l'armée d'ouvriers qualifiés dont on a besoin. Ça crée des emplois, ça change complètement le visage des centres-villes, des petits villages, qui en France sont complètement abandonnés, mais je suis sûr que c'est la même chose en Italie. Bon. Et il n'y a pas besoin d'une révolution technique, on sait le faire dès maintenant. Ça coûte de l'argent. Pour la France, ça coûte 30 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Pour l'Italie, un petit peu moins. Bon. Mais 30 milliards d'euros, c'est quoi? C'est moins de 2% du PIB. Donc c'est la question, c'est est-ce qu'on est prêt à dépenser un peu moins de 2% du PIB pour sauver l'Europe? La deuxième étape, c'est la mobilité verte, qui est déjà plus compliquée. La première est très simple du point de vue technique et très simple du point de vue de l'organisation. Il faut juste décider de le faire. La deuxième étape est plus compliquée parce que tous les scénarios donnent le train comme moyen de transport privilégié dans une société bas carbone, dans une société sans carbone. Donc ça veut dire qu'il faut réhabiliter toutes les petites lignes de chemin de fer que nous avions en France en 1945 et que nous avons bêtement fermées parce qu'elles n'étaient pas rentables. L'Allemagne, la Belgique, la Suisse ont conservé un réseau ferroviaire très dense. La France a détruit son réseau ferroviaire pour privilégier le TGV, ce qui est une énorme bêtise. Donc il faut réhabiliter le réseau ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'il faut du train? Parce qu'il ne s'agit pas simplement du déplacement des passagers, mais aussi du déplacement de la nourriture. Et nous n'aurons pas de camions électriques efficaces pour transporter la nourriture sur des milliers de kilomètres avant 30 ans. Nous ne pouvons pas attendre 30 ans, il faut une mobilité verte demain. Donc, c'est le train. Et pour ce qui est de la voiture, c'est uniquement la voiture à hydrogène. Parce que la voiture électrique a un bilan carbone qui est aussi mauvais que la voiture thermique à essence. La voiture à hydrogène, on sait le faire. Aujourd'hui, il y a 500 taxis à Paris qui fonctionnent avec des voitures à hydrogène. La vraie difficulté, c'est de mettre des réserves d'hydrogène dans les stations-service. Et pour ça, il faut de nouveau l'investissement public, parce que le privé n'est pas capable de le faire. Donc moi, en France, je travaille avec Air Liquide, qui est la grande société multinationale française qui travaille sur l'hydrogène. Et nous essayons de convaincre le gouvernement français de Macron, qui n'écoute pas, qu'il faut investir pour avoir des réserves d'hydrogène dans les stations-service, partout en France, pour permettre aux gens d'acheter des voitures à hydrogène. Bon. Mais la mobilité verte, ça suppose aussi un réaménagement du territoire complet,
avec des petites villes très denses, parce que ça permet de faire énormément d'économies d'énergie. Rien que l'urbanisme d'une ville permet de faire des économies d'énergie. On a fait des comparaisons, par exemple, avec Nicholas Stern, vous connaissez Nick Stern, qui est un grand économiste anglais, entre des villes espagnoles et des villes américaines, des États-Unis. Les villes espagnoles ont été faites un peu moins bêtement que les villes des Américains. Et on a comparé des villes espagnoles qui ont le même PIB et la même population et qui consomment 10 fois moins d'énergie que des villes américaines comparables. 10 fois moins. Donc rien qu'avec un urbanisme intelligent, vous pouvez diviser par 10 la facture énergétique d'une ville. Donc ce qu'il faut, c'est des petites villes très denses, avec du transport public, quasiment aucune voiture dans la ville, et avec de la polyagriculture, donc de l'agriculture de tout, le lait, les végétaux, la viande, etc., autour de la ville, avec des circuits courts et l'acheminement de la nourriture dans le centre-ville par le train. Alors évidemment, quand je dis ça, beaucoup de gens pensent qu'il est fou ou il est très fatigué. Il faut qu'il prenne des vacances. Mais en 2015, j'ai emmené à l'Élysée, à Paris, un fonds spéculatif de financiers autrichien qui voulait investir 5 milliards d'euros en France pour acheter les shopping, les magasins, les centres commerciaux qui sont dans les centres-villes en France, à proximité des gares. Parce qu'ils ont compris que dans 20 ans, la nourriture sera dans les shoppings près des gares, acheminée par du train. Et que donc celui qui sera propriétaire de ces centres commerciaux sera le roi de la nourriture en France. Malheureusement, ce fonds spéculatif a été très mal accueilli à l'Élysée, peut-être pour des raisons de souveraineté nationale, peut-être parce que l'équipe de l'Élysée n'avait pas compris le projet. Nous le sommes. Enfin, le sommes, mais ce n'est pas le sujet. Et donc vous voyez que c'est une transformation de l'aménagement du territoire radicale. Il faut abandonner l'imaginaire de la banlieue californienne avec une maison tous les 50 mètres, avec une piscine, avec 2 ordinateurs, etc., etc. Tout ça, c'est fini. Il faut arrêter parce que ça, c'est des gouffres à énergie. Pour faire des économies d'énergie, il faut des villes très denses où le chauffage du voisin chauffe tout le monde, tout autour, et on fait des économies d'énergie. La troisième étape, vous l'avez dit, c'est l'utilisation de l'énergie, surtout dans l'industrie et dans l'agriculture. Donc il faut évidemment arrêter la bêtise de l'agriculture, de la PAC, de la politique agricole commune au niveau européen, qui est une énorme bêtise. Il faut faire de l'agroécologie partout. Et il faut surtout une réindustrialisation verte en Europe. Alors j'insiste beaucoup sur la question de l'industrialisation parce que en Italie, vous avez une vraie tradition industrielle au nord de l'Italie. Et sincèrement, je pense que vous êtes une des pointes du capitalisme industriel en Europe, le nord de l'Italie. Et plus efficace que l'Allemagne, que la Bavière. Simplement, l'Italie, comme la France, souffre d'une désindustrialisation massive à cause des déséquilibres internes de la zone euro. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous voulez. Pendant 40 ans, nous avons vécu et nous avons acheté ces petits gadgets qui sont là, qui ont été fabriqués en Chine, dans des ateliers chinois, très bon marché, grâce à des ouvriers chinois qui étaient payés une misère. Depuis 2009, vous savez que la Chine a décidé de réorienter sa production industrielle sur son marché domestique. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. Ça veut dire que la valeur des importations chinoises est égale à la valeur des exportations chinoises. La Chine aujourd'hui produit pour les Chinois d'abord et pour le bassin du sud-est asiatique. Et donc les salaires chinois commencent à augmenter, surtout sur la côte est, près de Shanghai. Et donc vous savez que les multinationales aujourd'hui se délocalisent de la Chine vers le sud-est, donc vers la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, les Philippines, etc. Mais tout le monde sait que les salaires vont augmenter aussi en Asie du Sud-Est. Et donc la question aujourd'hui, qui est posée au monde entier, c'est qui sera la prochaine grande usine du monde ? Le seul continent qui a une grande poussée démographique dans les années qui viennent, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui a 1,3 milliard de personnes. En 2050, l'Afrique devrait avoir au moins 1 milliard de personnes en plus, peut-être 1,5 milliard, c'est possible. Et donc il y a des gens qui pensent que la prochaine usine du monde sera en Afrique et qui pensent que les routes de la soie chinoises sont un moyen de faire un grand plan Marshall pour l'Afrique, pour l'industrialisation de l'Afrique. Moi, je ne crois pas à ce scénario. Je peux me tromper, mais je ne crois pas à ce scénario à cause du changement climatique,
Parce que le changement climatique va détruire tellement l'Afrique subsaharienne que je ne vois pas comment l'Afrique peut s'industrialiser dans les 30 prochaines années. En plus, il y a un problème éducatif majeur. Vous savez que l'éducation primaire en Afrique est un désastre, en partie à cause de la Banque mondiale et du FMI, parce qu'ils ont poussé la scolarisation de tous les enfants. Et c'est vrai aujourd'hui que 80% des enfants en Afrique sont scolarisés, mais 80% des enfants scolarisés n'apprennent rien à l'école, parce qu'on n'a pas les instituteurs bien formés en face pour leur enseigner l'écriture et le calcul. Et donc, on a déjà aujourd'hui une génération d'enfants africains qui ne savent ni lire ni écrire, et je ne vois pas comment le milliard d'enfants nouveaux qui vont naître en Afrique dans les 30 années prochaines vont être éduqués. Et donc je ne vois pas comment on peut industrialiser l'Afrique. Ce qui veut dire que, dans les décennies qui viennent, si nous n'industrialisons pas l'Europe, nous n'aurons plus ces gadgets. Les Chinois ne les produiront plus pour nous. Donc c'est à nous de nous réindustrialiser, mais de nous réindustrialiser de manière verte, avec une industrie low-tech, de manière à pouvoir faire du recyclage très facilement, parce que ça, c'est très difficile à recycler. Et là-dedans, il y a beaucoup de minerais dont les ressources sont en train de baisser, qui nous rendent très dépendants des pays du Sud. C'est pas clair du tout que dans les années qui viennent, nous aurons accès facilement et pacifiquement aux minerais qui sont en Afrique. Moi, je ne crois pas. Donc, c'est une question d'autonomie et de souveraineté continentale en Europe que de réussir à produire ces objets-là de manière low-tech avec les ressources que nous avons en Europe, pas en Afrique. Sinon, nous allons faire la guerre à la Chine dans les années qui viennent. C'est un projet, à mon avis, très enthousiasmant. C'est un vrai projet politique, social, intellectuel, philosophique qui est devant nous. Et je pense que la génération des jeunes aujourd'hui est une génération historique. Si elle arrive à le faire, on parlera de cette génération dans les livres d'histoire à la fin du siècle, parce qu'elle aura fait un miracle beaucoup plus intéressant que la révolution industrielle. Si elle n'y arrive pas, les enfants de nos enfants, à la fin du siècle, n'auront pas le temps de se poser la question de savoir comment on a fait pour arriver dans le désastre qu'ils vont connaître. Hai parlato molto di investimenti pubblici, di investimenti dello Stato. Anche questo è qualcosa che sta tornando negli ultimi anni, dopo molti decenni in cui si è detto il contrario, cioè che lo Stato doveva arretrare dall'economia. C'era un vento di privatizzazioni anche dei settori tipici dello Stato, dalle infrastrutture alla telefonia, all'informatica, fino ad arrivare alla sanità e a tutti gli altri settori centrali. La domanda è che quantità di investimenti servono, cioè quanto costa finanziare un programma di questo tipo, sia per paesi che hanno un'economia come quella italiana, diciamo, per i singoli paesi, sia a livello europeo, sia come Europa, sia come singoli stati. Perché quando prima dicevi 30 miliardi di euro, parlavi del progetto 30 miliardi di euro, a molti qui nella sala sarà venuto in mente che nel dibattito italiano sarà venuto in mente che è più o meno la cifra di cui si parla in queste settimane nel nostro dibattito interno in vista della prossima legge di bilancio. Ma non si parla di riconversione ecologica, non si parla di energia, non si parla di tutti questi temi, si parla di pensioni, si parla di tasse e si parla quindi di qualcosa di molto, molto diverso, non qualcosa che guarda al futuro, diciamo, ma qualcosa che riguarda molto gli elettori del presente, e questo è un altro tema che poi ti proporrò. Ma intanto stiamo sul punto: la quantità di investimenti pubblici che servirebbero a finanziare un progetto di questo tipo. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Au niveau mondial, vous avez deux chiffres, la fourchette basse, la fourchette haute. La fourchette basse, c'est Adair Turner, qui est un économiste anglais que je connais bien, qui est un ami, qui est l'ancien patron du Financial Stability Board de Londres,
qui était le patron du Financial Stability Board en 2008. Lui, avec ses équipes, ils ont chiffré à 50 000 milliards au niveau mondial le coût de la transition énergétique, écologique, pour avoir une petite chance de rester proche des 2 degrés à la fin du siècle. Le PIL mondial aujourd'hui, c'est 70 000 milliards. Donc 50 000, c'est un peu en dessous du PIL. Et puis Nick Stern, que j'ai déjà cité, qui est aussi un ami, un grand économiste anglais, lui, il a chiffré à 90 000 milliards, 90 000 miliardi. Donc il est plus pessimiste. Finalement, ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de comprendre que c'est du niveau du PIL. Et nous avons 15 ans, 20 ans maximum pour le faire. Donc il faut dépenser en 20 ans la richesse que nous produisons en 1 an. Bon. Donc ça veut dire chaque année, il faut dépenser au moins 5% du PIL, à peu près. C'est ça qu'il faut faire. Donc vous regardez 5% du PIL italien et vous avez en gros une mesure du coût de la transition écologique pour l'Italie. C'est beaucoup d'argent, mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent qui circule sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, vous avez plus de 40 fois le PIL mondial d'argent qui circule aujourd'hui. Donc, quand on me dit « tu es gentil, mais il n'y a pas d'argent », je dis « c'est pas vrai. Il y a énormément d'argent sur cette planète. Simplement, il est investi dans des paris spéculatifs stupides qui ne servent à rien et qui ne financent pas l'économie réelle. » Est-ce que la Banque Centrale Européenne peut financer ? La réponse est oui. La Banque Centrale Européenne a créé plusieurs milliers de milliards d'euros pour sauver les banques. Donc moi, je dis, vous pouvez créer des milliers de milliards d'euros pour sauver la planète. Donc je discute par exemple avec un de mes camarades de classe, Benoît Cœuré, qui est au board de la BCE, la Banque Centrale Européenne. J'ai discuté avec lui en 2014 et je lui ai dit, Benoît, il faut que tu fasses du quantitative easing vert pour financer la transition écologique en Europe. Il m'a répondu non, c'est hors de question, parce que moi je suis un banquier central, donc je fais de la politique monétaire universelle, alors que la transition écologique, c'est un secteur. Il n'y a aucune raison que je privilégie un secteur. Je lui ai dit, mais écoute, c'est idiot, parce que le carbone, c'est universel, il y a du carbone partout. Donc tu dois financer partout la transition écologique. Ce n'est pas une politique sectorielle. Mais à l'époque, il n'a pas compris. Mais j'ai vu là qu'au début de l'année 2019, il a fait une déclaration publique disant « Peut-être que le changement climatique va nous obliger à faire une politique monétaire non conventionnelle », ce qui veut dire du quantitative easing vert. Donc vous mettez ensemble les États qui peuvent financer à condition de réinterpréter les traités européens. Vous ajoutez la Banque Centrale Européenne qui peut créer de la monnaie ex nihilo. Vous mettez avec elle la Banque Européenne d'Investissement qui a une vraie compétence pour les projets verts. Vous mettez en Italie la Cassa dei Depositi e Prestiti qui peut financer. En France, la Caisse des dépôts et consignations avant que Macron essaye de la privatiser. Il va essayer. Vous faites ça, vous avez largement les moyens de financer. C'est pas vrai qu'on n'a pas l'argent. Ça, c'est una mentira d'un projet idéologique qui consiste à casser l'État pour favoriser les marchés financiers. Le drame, c'est que les constructeurs de la zone euro, dans les années 90, ils ont eu une espèce un croisement avec le néolibéralisme financier. Pourquoi ? Parce que eux, donc l'équipe de Jacques Delors, etc., ils voulaient réduire la souveraineté nationale en Europe pour augmenter la souveraineté du niveau fédéral. Donc ils étaient favorables à n'importe quel projet qui permette de réduire la souveraineté nationale. Ils ont rencontré des financiers qui ont compris ça et qui leur ont dit un très bon moyen, c'est de rendre la Banque Centrale Européenne indépendante, de lui interdire de financer les États, d'obliger les États à se refinancer sur les marchés financiers, de manière que les marchés financiers dictent la discipline aux États. Et donc il y a eu un croisement d'intérêts entre les constructeurs de l'euro et des financiers néolibéraux qui voulaient simplement le pouvoir des marchés financiers. Si aujourd'hui la France n'avait pas été obligée de se financer sur les marchés financiers, la dette publique française, au lieu d'être égale à 98-99% du PIL, serait égale à 40% du PIL. La différence, c'est les intérêts, c'est tout, que nous avons payés aux marchés financiers, alors que si nous avions financé les dépenses publiques uniquement avec la Banque centrale, comme nous le faisions avant, nous aurions 40% du PIL de dette publique. Nous pourrions facilement, même avec les traités de Maastricht, facilement dépenser. Vous voyez ? Et donc moi, je suis très optimiste. Si une nouvelle génération de politiques arrive au pouvoir, qui a compris que nous avons les moyens techniques, nous avons les moyens de financer,
elle mettra en œuvre la transition. La difficulté, c'est que ma génération n'a pas compris et la génération du dessus a encore moins compris. Sì, questo accade perché, e qui vengo anche alla questione politica e poi anche alla questione europea, questo accade perché c'è un problema di consenso. Anche quello che è successo nell'ultimo anno in Francia con il movimento dei cosiddetti gilet gialli ha posto questa questione. Era partito come una reazione a una tassa ecologica e ha riproposto fratture tra centro e periferia, città e campagne, con una difficoltà del governo ad affrontare una rivolta che partiva, che aveva tra le sue parole d'ordine il rifiuto di questo cambiamento. Allora questo pone un problema gigantesco, perché il consenso è immediato e chi fa politica lo sa. E nelle nostre società il consenso è ancora più immediato, perché non c'è solo quello elettorale, ma c'è anche quello istantaneo dei social o di chi lo cerca neanche quotidianamente, minuto per minuto. E poi ci sono questioni come questa, che è quella centrale, che richiedono tempo e investimenti e una promessa di futuro, un orizzonte in cui classi dirigenti possono cominciare un cammino, ma non è affatto certo che su questa battaglia vincano. Può darsi che perdano per strada e che diano il testimone a qualcuno che arriverà dopo di loro. Allora, da questo punto di vista, cosa si può fare per invertire questo meccanismo? Un movimento come quello dei ragazzi del Friday for Future è un movimento che agisce anche sulla ricerca di un consenso opposto, cioè di trovare un movimento anche politico, culturale, che possa invertire questa situazione per cui vince chi punta sul presentismo. Però certo non è un cammino facile né scontato. Je suis assez d'accord avec le diagnostic. Pour revenir sur la question des gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est un mouvement que personne n'avait anticipé en France, qui provient d'une énorme souffrance sociale, et vous l'avez dit, des petites villes de la province par rapport aux grandes métropoles, parce que le territoire français est très très métropolisé au sens où tout le pouvoir politique, financier, économique, symbolique, culturel, médiatique va dans les grandes métropoles, et essentiellement à Paris. Et donc quand vous êtes dans le centre de la France, par exemple, dans la Creuse ou le Limousin, c'est une région, vous voyez qu'il n'y a plus d'hôpitaux publics, il n'y a plus d'écoles, et il n'y a plus de commissariat de police. Et donc vous êtes abandonné, vous vous sentez abandonné. Donc les gilets jaunes, c'est une réaction de gens qui se sentent abandonnés, et à qui on dit maintenant vous allez payer la taxe carbone à travers une augmentation du prix de l'essence. Donc évidemment, ils se sont révoltés. Et le président Macron a fait, à mon avis, la pire des réponses, c'est qu'il a retiré la taxe carbone. Et il n'a cédé sur rien d'autre. Rien d'autre. C'est un homme qui est incapable de négocier. Il vous tue ou il vous séduit, mais il ne négocie pas. Alors qu'à mon avis, la seule chose qu'il fallait garder, c'était la taxe carbone. Et il faut accompagner la taxe carbone avec des dépenses sociales pour les pauvres qui ne peuvent pas vivre sans leur voiture, en France par exemple, dans la campagne, et qui ont absolument besoin d'une aide sociale pour payer la facture énergétique. Mais ça, on sait le faire. Il existe déjà ce qu'on appelle un chèque énergie, donc c'est de l'argent public pour aider les gens qui sont en précarité énergétique. Il faut augmenter le chèque énergie, c'est tout. C'est pas très compliqué. Voilà. J'ai fait partie de la commission internationale avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel, et Nick Stern sur la question de la taxe carbone. Nous avons travaillé sur cette question et le résultat est très clair. Il faut avoir une taxe carbone d'au moins 40 € par tonne de CO2 pour tout le monde, maintenant. Et c'est plutôt 300 € la tonne en 2030. Donc c'est énorme.
En France, nous avons une taxe carbone prétendument de 40, mais les grandes entreprises qui polluent sont exemptées de la taxe. Donc moi je comprends très bien la protestation des Gilets jaunes. Les pauvres, on leur demande de payer, et les entreprises qui polluent, elles ne payent pas la taxe. Donc il y a une injustice sociale et une inefficacité qui est dramatique. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour obtenir un consensus politique? Je pense qu'il faut absolument réussir à faire comprendre dans le débat public, et je sais que c'est difficile en Italie, parce que vous êtes victime de la berlusconisation du débat public. Je pense qu'il faut faire comprendre que la sécurité des classes populaires passe par la transition écologique. La sécurité des classes populaires ne passe pas par un État autoritaire fasciste, mais par la transition écologique, parce que si on ne fait pas la transition, ce sont des milliards de migrants qui vont arriver en Europe. Pas quelques centaines de milliers, des milliards. L'érosion des sols en Italie, c'est maintenant. L'agriculture italienne souffre maintenant du réchauffement. La destruction du littoral italien, c'est maintenant. La malaria, c'est maintenant. Donc si on veut protéger les plus vulnérables, les plus pauvres, c'est maintenant qu'il faut faire la transition. Et l'accompagner de mesures sociales qui permettent à ceux qui sont piégés énergétiquement de supporter la transition. Évidemment, il y a une tentation très forte de la part de certaines élites qui est de faire une transition, disons, néolibérale, sur le dos des plus pauvres. Vous faites la rénovation thermique dans les grandes villes et vous abandonnez les petites villes et vous augmentez le prix de l'essence. Et les gens mourront parce qu'ils n'auront plus d'hôpitaux, ils n'auront plus de médecins, etc. etc. Vous voyez ? Mais moi j'espère, j'ai pas de preuves, hein, mais mon espérance c'est que si on arrive à articuler dans le débat politique la sécurité, la souveraineté nationale et la transition écologique, alors on arrivera à avoir un consensus politique. Surtout avec la jeune génération. Sull'Europa, tu nell'introduzione all'edizione italiana del tuo libro Transizione ecologica hai scritto parole molto dure. Oggi l'Unione Europea, si parlava del 2015, oggi l'Unione Europea e l'Eurozona in modo particolare coincide con la più grande esperienza di privatizzazione antidemocratica probabilmente mai realizzata nel mondo. Era l'anno della Grecia, erano gli anni della Grecia, quindi fai riferimento in particolare a tutto quello che è avvenuto attorno alla crisi di quel paese, al commissariamento della Grecia, della sua economia, delle misure che sono state imposte a quel paese dopo che l'Unione aveva certificato bilanci truccati e quindi è stato il crack di una classe dirigente totale. E poi dici che hai creduto in un modello di confederazione di stati, in unione come un modello di confederazione di stati, ma quel modello che poi è quello su cui sono cresciute le istituzioni comunitarie, oggi ha mostrato tutti i suoi limiti e direi che rispetto a 3-4 anni fa oggi mostra ancora più i suoi limiti, perché in tutti questi paesi, al di là del risultato elettorale del 26 maggio, c'è stata una crescita di forze politiche, di partiti, di movimenti che fanno il sovranismo la loro carta d'identità, quindi siamo al bivio anche lì siamo in una transizione, o si torna indietro e l'Europa è sempre più un club di stati in cui gli stati più forti hanno più voce in capitolo, oppure si va verso quel modello che tu chiami Europa comune, cioè un'Europa che possa anche sulla transizione ecologica, sull'ambiente, porsi dei parametri e farli rispettare, come se servisse un trattato di Maastricht dell'ambiente, questo lo dico io, come se i parametri della crescita, della stabilità finanziaria, tu proponi che vengano affiancati, che vengano inseriti dei parametri e delle sanzioni, ad esempio sulle emissioni e su altri parametri che si possono ipotizzare. Ecco.
Si je suis d'accord, la force de la Commission européenne, c'est qu'elle peut mettre des normes, des directives qui s'imposent à tout le monde. Donc plutôt que de mettre des normes sur la concurrence pure et parfaite, qui est un concept très très ambigu du point de vue de l'analyse économique, elle pourrait mettre des normes sur la transition écologique pour obliger tout le monde à réduire ses émissions de CO2. Pour le reste, je suis malheureusement d'accord avec ce que j'ai écrit en 2015. L'Union européenne, ou en tout cas la zone euro telle que nous l'avons construite, est une vaste entreprise de privatisation de l'Europe du Sud, c'est tout. Donc il y a un déséquilibre structurel entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. L'Europe du Nord, c'est essentiellement Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande, Belgique. Vous savez que l'Europe du Nord a un plan B de sortie de la zone euro. Donc moi, j'ai été interrogé par le gouverneur de la Banque centrale de Vienne, en Autriche, qui m'a dit, voilà, monsieur Giraud, si jamais nous devons sortir de la zone euro pour faire une zone marque au nord, parce que vraiment les pays du Sud, fa niente, est-ce que vous, les Français, vous nous suivez? Qu'est-ce que vous faites? Et la réponse officieuse, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout une réponse officielle, de la France, c'est nous suivrons les Allemands. Je pense que c'est une énorme bêtise, parce que si nous faisons ça, les Français deviendront les Grecs de la zone marque, c'est tout. Bon. Donc c'est pas vrai du tout que les pays du Nord sont coopératifs et les pays du Sud ne sont pas coopératifs. Tout ça, c'est complètement faux. Le déséquilibre structurel entre le Nord et le Sud, c'est que le Nord, depuis des décennies, avait l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle un ajustement interne pour rendre ses exportations compétitives. L'ajustement interne, c'est la baisse des salaires, de manière à réduire le coût de production. Donc, vous avez peu d'inflation, une exportation très compétitive, et ça, c'est le modèle allemand. Les pays du Sud se sont désindustrialisés parce que les capitaux sont partis s'investir dans l'industrie au nord. Prenez l'exemple du Portugal. Le Portugal, quand il est rentré dans la zone euro, n'a absolument pas profité d'investissements privés au Portugal. Tous les investissements sont allés au nord et en Europe de l'Est. Donc le Portugal a très peu bénéficié de son entrée dans la zone euro. Et il n'y a pas eu d'industrialisation du Portugal, alors qu'il y a une main-d'œuvre éduquée, très compétente au Portugal. Donc le Sud s'est désindustrialisé et est devenu une économie de service. L'Italie est en train de devenir une grande économie de service, comme la France. L'industrie, dans le PIB français aujourd'hui, c'est 12%. Donc c'est ridicule. Or, le problème des services, c'est que, à part les services financiers, vous ne pouvez pas les exporter. Et donc les pays du Sud ont forcément un déficit commercial parce qu'ils importent des produits industriels et ils ne peuvent pas exporter les services. La Commission européenne et l'Allemagne n'ont pas compris ça et a juste dit nous allons obliger les pays du Sud à pratiquer un ajustement interne comme nous. Alors que nous autres, les pays du Sud, l'Italie, la France, la Grèce, l'Espagne, nous avions l'habitude de faire un ajustement externe, c'est-à-dire une dévaluation de la monnaie. Nous ne contrôlons plus notre monnaie, c'est l'euro. L'euro est beaucoup trop cher pour nous, y compris pour l'industrie italienne. Nous ne pouvons plus dévaluer l'euro et la Commission européenne nous oblige à baisser nos salaires. Or, c'est une bêtise parce que baisser les salaires ne permet pas d'exporter des services. Donc ça ne rend pas plus compétitifs. Ça nous rend juste plus pauvres, c'est tout. Qui plus est, la Commission européenne a imposé à la Grèce une austérité budgétaire incroyable. Donc nous avons réduit de 25% le PIB grec en 5 ans, ce qu'aucun pays d'Europe n'avait connu par temps de paix depuis un siècle. Et ceci, absolument pour rien, puisque le ratio dette publique sur PIB en Grèce est le même aujourd'hui qu'en 2010. 180%. Donc ça n'a servi à rien. Et les gens le savaient déjà en 2010. Moi, j'ai discuté avec des parlementaires français et européens en 2010. Ils savaient très bien que l'austérité ne servirait à rien. En revanche, ne servirait à rien pour les Grecs. En revanche, ça a permis de faire quoi? De privatiser la Grèce. La Grèce a vendu une partie du port du Pirée à Athènes. La Grèce a vendu des îles grecques à des armateurs allemands. La Grèce a vendu tous ses aéroports, ont tous été privatisés, etc., etc. Donc évidemment, si vous voulez privatiser un pays, vous lui donnez beaucoup de dettes. Et vous savez que lorsque la Grèce est rentrée dans la zone euro en 2001, c'est le seul pays pour lequel la France a dit qu'elle était favorable à l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Alors que nous savions très bien que les comptes publics grecs étaient faux, avaient été falsifiés avec l'aide de Goldman Sachs. Donc j'ai vérifié, Eurostat, qui est l'Institut de statistique européen au Luxembourg,
avait dénoncé la falsification des comptes publics grecs en 2001. Donc c'est pas vrai que c'était une surprise en 2010 quand on a découvert que les comptes étaient faux. On le savait déjà en 2001. Mais la France et l'Allemagne ont fermé les yeux et ont invité la Grèce à rentrer dans la zone euro. Pourquoi ? Parce que l'entrée de la Grèce dans la zone euro permettait aux banques françaises et allemandes de prêter avec un taux d'intérêt très faible à la Grèce. Ce qu'elles ont fait. La Grèce a fait la bêtise, ça c'est la bêtise grecque, d'emprunter de l'argent, énormément d'argent, aux banques allemandes et françaises pour financer les Jeux Olympiques à Athènes en 2004, etc. etc. À l'époque, déjà, les financiers des banques allemandes et françaises savaient très bien que la Grèce ne pourrait jamais rembourser. Donc moi, j'ai travaillé dans les marchés financiers avant de devenir jésuite, et donc j'ai gardé des amis dans la finance que j'ai interrogés. Je leur ai dit, mais vous pensez que la Grèce pouvait rembourser une dette aussi colossale alors que la Grèce n'a pas d'industrie, qu'elle vend les olives les plus chères d'Europe et qu'elle a juste des armateurs corrompus ? Ils m'ont dit non, on sait très bien que la Grèce ne pourra pas rembourser. Mais on sait que l'Europe remboursera à la place de la Grèce. Donc en fait, les financiers avaient déjà anticipé en 2004, 2005, 2010 que c'est nous, les Européens, qui allions payer pour la Grèce. Bon. En 2010, donc la crise grecque explose et en 2015, comme vous le savez, Tsipras arrive au pouvoir. Vous ne savez peut-être pas que lorsque Tsipras est arrivé au pouvoir en janvier 2015, il a reçu la visite de 2 fonctionnaires de la Banque Centrale Européenne qui sont venus à Athènes et qui lui ont dit « Monsieur Tsipras, vous allez faire très exactement ce que veulent les créanciers, c'est-à-dire la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque Centrale Européenne et le Fonds monétaire international, le FMI, parce que sinon, la BCE va couper l'alimentation en euros des banques grecques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'euros au bancomat. Vous ne pourrez plus retirer d'euros au bancomat. » Tsipras n'a pas pris au sérieux la menace. Varoufakis a pris au sérieux la menace et a essayé pendant 6 mois de créer un plan B de production de monnaie par la Grèce. Mais Varoufakis a échoué. Pourquoi ? Parce que les imprimeries des euros grecs ne sont pas en Grèce, elles sont en France. Et le président Hollande a refusé d'aider la Grèce à imprimer elle-même des euros. Arrive en juillet le référendum de Tsipras. Une semaine avant le référendum, la BCE coupe l'alimentation en euros des banques grecques. Donc pendant une semaine, il n'y avait plus d'argent au bancomat. Donc les salariés ne pouvaient plus retirer leur salaire, les retraités ne pouvaient plus retirer leur retraite. Vous avez des dizaines d'entreprises grecques qui ont fait faillite jour après jour. Et c'était une manière de mettre la pression sur la population grecque pour qu'elle vote en faveur de l'austérité. Les Grecs ont mal voté, puisqu'ils ont voté en faveur de la fin de l'austérité, à 61,5% des voix. C'est beaucoup. Donc Tsipras a eu un énorme succès à son référendum. Le soir même, il a annoncé qu'il allait faire l'austérité, parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas gouverner un pays sans monnaie. Et pour bien faire comprendre qui est le patron, la BCE a maintenu la fermeture de l'euro pendant une semaine après le référendum. Donc la Grèce a vécu pendant 15 jours sans monnaie. Je pense qu'en France, si on avait ça, au bout de 3 jours, on aurait non pas des gilets jaunes, mais des gilets violets dans toute la France. C'est évident. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des institutions antidémocratiques dans le livre. C'est que qui a demandé à la BCE de pratiquer cette politique monétaire contre la Grèce ? Personne. La BCE prend le parti des créanciers qui veulent la privatisation de la Grèce et elle met en œuvre une politique extrêmement violente pour obliger la Grèce, un pays comme la Grèce, à faire exactement ce que veulent les créanciers. C'est-à-dire une politique budgétaire stupide qui n'a pas réduit la dette publique grecque par rapport au PIL, qui a servi à privatiser la Grèce. Et vous savez que c'est la même menace qui a permis de faire partir Berlusconi en Italie. Vous pouvez vous poser la question, et pour moi c'est quelque chose d'étonnant, je n'ai aucune sympathie pour Berlusconi évidemment, mais la question c'est comment est-ce qu'un homme comme Berlusconi, qui a été élu démocratiquement en Italie, a accepté de quitter le pouvoir sans raison, tout d'un coup. Le motif a été expliqué par Binis Maggi, qui est un Italien, un économiste italien, membre du directoire de la Banque Centrale d'Italie, et qui a pris sa retraite et qui a publié un livre qui s'appelle Morire di austerità. Dans ce livre, il explique que la BCE a menacé le président italien de l'époque, dont j'ai oublié le nom, de couper l'alimentation en euros des banques italiennes si Berlusconi ne partait pas.
Berlusconi est un homme intelligent, il a beaucoup de défauts, mais c'est un homme intelligent. Il a compris qu'il ne pourrait pas gouverner l'Italie sans monnaie, contrairement à Tsipras, et donc il est parti. Donc vous voyez qu'avec ce moyen-là, la BCE tient tous les pays. Si vous voulez faire quelque chose qui est hostile à la BCE, elle vous dit ah, attention, je vais couper l'alimentation en euros. Donc maintenant, mon analyse de Salvini, pour qui je n'ai pas la moindre sympathie, c'est soit Salvini a prévu un plan B, le plan B de Varoufakis, et il est capable de le faire, et dans ce cas-là, il peut résister à la BCE, soit il ne l'a pas prévu, et dans ce cas-là, il sera à genoux devant la BCE, tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Bon. Voilà pour le paysage. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut arrêter ces politiques d'austérité qui ne servent à rien, qui servent simplement à privatiser, qu'il faut réinstaurer un nouveau rêve européen autour d'une alliance entre l'État, le secteur privé et les biens communs, les bene comune, liés par exemple à la remunicipalisation de l'eau, comme ce que vous avez connu à Naples et ce que le professeur Rodotà a beaucoup poussé en Italie. Vous savez que votre grand juriste, Stefano Rodotà, a essayé de faire en sorte que l'eau puisse être déclarée un bien commun dans la Constitution italienne. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais je pense que vous, en Italie, vous êtes les plus avancés dans la réflexion politique et juridique sur les bene comune. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut une alliance avec 3 têtes. L'État, un État stratège qui vise l'intérêt général de long terme, un secteur privé qui comprend que la transition écologique est une opportunité pour lui, et une société civile qui met en œuvre des biens communs, comme par exemple les ressources élémentaires que sont l'énergie, l'eau, la biodiversité, etc., etc. Ça, c'est un vrai projet politique européen. Allora, resisto ovviamente alla tentazione di interloquire sulla ricostruzione della crisi del 2011 e invece ringrazio intanto per questa prima parte della nostra conversazione e adesso do la parola agli altri ospiti che ci aiutano in questa mattinata interloquendo col professor Giraud.